Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Madame, monsieur, chers auditeurs, bien le bonjour à vous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Éco-Sahel, votre émission économique, l'émission qui décortique pour vous l'économie africaine. L'Afrique, berceau de l'humanité, est également une terre de vaste potentialité industrielle. Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à une croissance remarquable de l'industrie africaine avec des pays qui se positionnent de plus en plus comme des acteurs majeurs sur la scène mondiale. L'Afrique pourra-t-elle se transformer en une puissance industrielle? La question est désormais ouverte et pour répondre à cette question et à d'autres questions, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau d'Éco-Sahel notre expert et notre analyste en économie, Mahfoud Kaoubi. Bonjour Mahfoud Kaoubi. Bonjour. Et notre chroniqueur, le chroniqueur des Frères FM, Abdelmoumen Osman. Bonjour Abdelmoumen Osman. Bonjour. Alors, j'aimerais commencer avec vous, Mahfoud Kaoubi, avec cette première question. Pour nos chers auditeurs qui nous écoutent, quels sont les principaux secteurs industriels en Afrique et comment ont-ils évolué au fil du temps? Bonjour à tous nos amis africains. Je voudrais juste commencer par dire que la part de l'industrie dans les produits intérieurs bruts des pays africains est relativement faible comparée par la place qu'occupe l'industrie dans l'économie des autres pays, notamment les pays développés. Les pays africains ont leurs produits intérieurs bruts constitués principalement des industries extractives et des énergies, principalement. Et de l'autre côté, pour un bon nombre de pays africains, c'est l'agriculture et les services qui occupent la place la plus prépondérante. Donc l'industrie est faiblement présente dans le produit intérieur brut. Mais y a-t-il une transformation? Est-ce que les choses évoluent? Les choses évoluent, ce n'est pas d'une manière cohérente. Pour certains pays, notamment l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, donc, quelques pays, le Nigeria, oui. Le Nigeria et l'Algérie, la situation est particulière, donc avec une primauté de l'industrie pétrolière et gazière et de l'industrie pétrochimique et des industries extractives principalement. Donc les économies africaines sont principalement constituées par rapport à la rente, 2 par rapport au secteur de l'agriculture et 3 par rapport aux services. Ce qui nous ramène à dire que l'objectif, les orientations prochaines devraient être fixées vers la construction d'une base industrielle dans les différents segments où les pays disposent d'avantages comparatifs. Abdelmoumen Osman, Mahfoud Kaoubi vient nous dire que l'industrie est faiblement présente en Afrique, alors qu'on sait qu'on a assisté à une croissance remarquable, même si qu'elle est un peu faible, de l'industrie africaine. Alors, quels sont les défis auxquels l'industrie africaine est confrontée aujourd'hui et comment peuvent-ils être surmontés, ces défis? L'industrie africaine est une industrie qui vient de naître, c'est-à-dire elle était dirigée par les Occidentaux, c'est-à-dire en Algérie. Maintenant, l'industrie est complètement nationalisée, c'est-à-dire c'est les Algériens qui travaillent, leur industrie. Oui. Et aussi, on avait parlé d'un manque de financement, c'est-à-dire dans leur industrie. D'accord, donc selon vous, l'industrie africaine était chapeautée auparavant par la colonisation, par les colonisateurs, parce qu'il faut le dire, l'Afrique, le continent a été colonisé. Aujourd'hui, l'Afrique l'Afrique est un continent souverain, donc ces industries sont redevenues africaines à 100%. Exactement. Donc la nationalisation de ces industries a causé un petit choc. D'accord, donc je reviens vers vous, Mahfoud Kaoubi, en parlant des défis auxquels l'industrie africaine est confrontée. Tout d'abord, quels sont ces défis d'aujourd'hui et confronter l'industrie africaine? Le premier défi, c'est de s'inscrire dans la chaîne de valeur à l'international, car l'industrie n'est pas une fin en soi. L'industrie a pour objectif de produire des biens qui doivent répondre aux besoins de consommateurs et de marchés, que ce soit de marché intérieur, que ce soit de marché
à l'extérieur. Et dans tout cela, donc, c'est une question de compétitivité qui est à la base de tous ces processus. Cette question de compétitivité pose des questions importantes et fondamentales par rapport au choix. Quelle industrie, quel secteur d'activité et quelle connexion faire avec dans le domaine du partenariat. Il est inconcevable, il est impossible de concevoir une industrie dans le continent africain sans que des connexions soient faites avec ce qui se passe au niveau mondial. Donc le partenariat. Donc en s'isolant, on ne peut pas faire une industrie, on ne peut pas monter une industrie. On est dans un monde qui est globalisé par rapport au processus et de logique de marché. Donc les avancées que le monde a connues dans le domaine de l'industrie d'une manière générale, que ce soit dans l'amont de l'industrie, que ce soit dans l'aval de l'industrie. Donc, il y a une situation, une accumulation qui a fait que des pays dominent le monde dans le domaine de l'industrie. Des pays sont différents. Ça, on le sait. Voilà. Maintenant, comment faire pour transformer et avoir des positions? Il faut investir. Donc, l'investissement pose deux grands problèmes. Un, les choix, les bons choix. Investir dans quel segment d'activité? Pour un bon nombre de pays africains, l'idéal serait de partir dans l'industrie agroalimentaire. Oui. Ce qui se passe actuellement, c'est que les pays qui sont principalement des pays producteurs de matières premières dans le domaine de l'agriculture ne font qu'exporter de leur matière première qui est transformée dans... Donc on a toujours ce problème de transformation. On va prendre un exemple concret. Le cacao, produit en Côte d'Ivoire... Et en Guinée aussi. Et en Guinée, est transformé dans les pays occidentaux. Donc on part jusqu'à la Suisse, jusqu'en France, dans d'autres pays pour qu'il soit transformé et pour revenir sous forme de chocolat. Racheté avec un prix assez élevé. Alors que la possibilité de construire de l'industrie de transformation, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans d'autres pays africains, est beaucoup plus facile. Sur le plan théorique, bien sûr. Mais cela pose deux grandes questions. Un, la capacité d'investir. Et deux, la capacité de rentabiliser les investissements. Parce que la finalité, ce n'est pas de réaliser des usines, mais que ces usines permettent... Mais si on transforme ce cacao, la matière première, et si la matière première est très demandée, bien sûr que cet investissement est rentable, non? Ce n'est pas évident, théoriquement. Donc, parce que après, les produits, les outputs de ces usines, de ces fabriques, se confrontent sur un marché. Et sur le marché, il n'y a pas que les produits africains. Pourquoi la Chine est un pays qui est compétitif à l'international? Parce que, tout simplement, la capacité de transformation dont disposent actuellement les entreprises chinoises, elle est beaucoup plus importante et elle est beaucoup plus compétitive que dans d'autres pays. C'est pour ça que j'insiste sur la chose la plus importante. Un, faire les bons choix en matière d'études, quelle industrie, quel secteur d'activité, quelle taille de complexes industriels, etc. À partir de là, passer à de l'organisation et de la maîtrise. Maîtrise des systèmes de production, maîtrise de systèmes de management. Tout simplement parce que le temps est un élément important en matière industrielle. Donc, si on garde notre structure d'organisation sur la base de structures archaïques, on ne pourra pas être compétitif. Abdelmoumen Ousmane, êtes-vous d'accord avec Mahfoud Kaoubi? Exactement, je suis d'accord avec M. Mahfoud Kaoubi. Donc, pour l'industrie africaine, il faudrait un début, un point de commencement pour ainsi faire développer cette industrie. D'accord, très bien. Alors, autre question pour vous, cher Abdelmoumen Ousmane, concernant encore une fois l'industrie en Afrique. Quelles sont les initiatives continentales visant à promouvoir l'industrie en Afrique selon vous? Y a-t-il des projets qui sont en cours? Y a-t-il une volonté politique? Vous êtes du Niger, et j'aimerais qu'on parle aussi de votre pays, le Niger. Le Niger qui est un pays qui ambitionne de diversifier son économie, qui ambitionne de monter des usines, de fabriques, d'être peut-être, pourquoi pas, une puissance industrielle
dans la région. Alors parlez-nous de votre pays exactement et comment ça se passe côté industrie. Donc, côté du Niger, disons, dans l'industrie, nous ne sommes pas un pays très développé. Oui. C'est-à-dire, nous commençons avec des petites unités de production qui sont généralement faites par nos citoyens qui viennent de l'Occident, qui apportent avec eux une petite... Donc c'est la communauté nigérienne résidente à l'étranger. Exactement, qui apportent avec eux des idées innovatrices et avec le financement aussi avec. Donc ils montent des boîtes, ils montent des fabriques et ils commencent leur production. Exactement. Et ils sont assistés et financés par le gouvernement nigérien. Exactement, comme l'a assez dit Monsieur Mahfoud. Donc au Niger, par exemple, quand je prends le cas du Niger, comme on l'a dit, nous n'avons pas, c'est-à-dire des industries qui produisent. C'est-à-dire nous sommes plus dans l'importation de produits. Voilà. Je reviens vers vous, encore une fois, Mahfoud Koubi. En parlant des investissements, Alors, quels sont les investissements étrangers les plus importants dans l'industrie africaine et quelles sont leurs conséquences? Êtes-vous pour les investissements étrangers à 100% ou bien vous préférez une autre formule? Il faut améliorer l'attractivité de l'Afrique pour les investissements étrangers. Donc, il faut séduire les investisseurs étrangers. Tout à fait. Quand on prend les exemples qui ont pu avoir du succès. Donc, quand on prend la Malaisie, l'Indonésie ou les pays de l'Asie orientale. Donc, c'est des pays qui se sont ouverts vers l'investissement. Donc, attirer les capitaux. Ousmane parlait tout à l'heure de quelque chose d'important, donc le financement. Oui. Parce que si on n'a pas de financement, on ne peut pas réaliser tout simplement un investissement industriel ou autre. Donc, dans l'industrie, c'est quand même quelque chose d'important. Deuxièmement, ce partenariat permet de partager de l'expérience. Quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, qui ramène du management, qui ramène du transfert de la technologie, donc te permet de gagner du temps et d'avoir des atouts à la compétitivité au niveau international. D'ailleurs, il peut même être à l'origine de facilitation de positionnement sur les marchés à l'international. Quelque chose de très très important. On parle de l'industrie du textile, par exemple. Là, les processus sont relativement, sur le plan technique, sont relativement maîtrisables et les investissements ne sont pas assez coûteux. Donc on peut aller vers des industries pareilles. Quand on parle de richesse dans le domaine du pétrolier et gazier, donc l'industrie chimique, pétrochimique, peut constituer un domaine d'activité ou une filière qui est facilement, qui dispose de potentialités réelles pour être développée. Et l'Afrique n'arrive pas à séduire ses investisseurs étrangers. Moi, je avec dirais que l'Afrique, avec tous ses avantages. L'Afrique n'arrive pas à séduire les investisseurs étrangers. Non, elle est séduite. D'ailleurs, elle est pratiquement un objectif pour tous les grands pays dans le domaine industriel. Je vous cite des exemples. Les États-Unis ciblent de se positionner en Afrique. La Turquie, la Chine, la Russie, l'Europe, etc. Maintenant... Le problème, c'est qui va travailler dans ces fabriques, dans ces usines. Le grand problème, le grand défi, c'est de stabiliser. Si on continue à avoir cette instabilité institutionnelle et politique, il est tout à fait normal que les capitaux vont fuir pour d'autres cieux et d'autres milieux qui sont naturellement qui garantissent plus de visibilité, plus de stabilité et donc plus de rentabilité. Donc le défi, il est institutionnel. Sécuritaire et institutionnel. 2, le défi est aussi en matière de choix politique. Les pays doivent avoir une politique économique qui puisse avoir des articulations et des synergies qui permettent de capter l'investissement. 1, les infrastructures. 2, le système financier. 3, la main-d'œuvre. L'investissement dépend n'importe quel investissement dépend de la compétitivité des facteurs de production. En Asie, par exemple. Donc, est-ce que l'heure de travail en Afrique est aussi productive qu'une heure de travail
d'un Chinois. Avec le temps, peut-être que les choses vont Mais évoluer avec temps des en formations. économie ne s'arrête pas, Abdelmalek. Hum. En économie, le temps, on ne peut pas l'arrêter. Ça se traduit directement par rapport à... Vous avez parlé des transferts des technologies, Oui, des technologies mais- qui nous font gagner beaucoup de temps. Les Chinois, pour qu'ils ont pu capter l'investissement, ils se sont mis dans une position de soumission et de travail qui est unique dans les annales. Les Chinois, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, travaillent pour certains jusqu'à 14-15 heures par jour. C'est le prix qu'ils ont payé pour capter l'investissement et se positionner sur l'échiquier et de faire d'eux une nation qui est en train de discuter, de se mesurer aux grandes puissances mondiales, parce que tout simplement, ils ont amélioré de leur compétitivité. Et ce n'est pas du verbe quand on parle d'amélioration de compétitivité, c'est des choses mesurables. C'est la quantité de travail, c'est la qualité de travail. Quantité, c'est le nombre d'heures que tout le monde passe au travail. Donc si on passe du temps à dormir, il est tout à fait normal que ça se répercute en termes de coûts quand on se mesure à l'international. Bien sûr. Et deuxièmement, c'est des questions d'organisation et d'optimisation des processus. Comment travailler plus et comment travailler mieux pour, tout simplement, que notre produit, que notre output soit de meilleure qualité ou de la même qualité que celui qui est produit par notre concurrent, et deux, que notre produit soit moins cher et qu'il puisse être vendu, car c'est uniquement le revenu de nos ventes qui permet de rentabiliser les différents facteurs, qui permet de payer les salaires, qui permet de payer le capital et qui permet d'amortir l'investissement. Donc, pour que ceux qui nous écoutent comprennent quels sont les défis. Le problème, ce n'est pas de faire des transformations par rapport à des souhaits. C'est de faire des transformations par la volonté, par le travail et en copiant les expériences réussies. Abdelmoumen Osman qui veut peut-être rebondir sur les propos de Mahfoud Kaoubi. Bien sûr, à un moment, M. Mahfoud Kaoubi nous a parlé des transferts des technologies et avec aussi de la main-d'œuvre. C'est-à-dire, quand on prend le cas du Niger, c'est-à-dire nous avons la main-d'œuvre, mais elle n'est du tout pas qualifiée. C'est-à-dire nous avons besoin des formations, et ces formations nous viennent de l'extérieur, soit on les cherche, soit on y va à eux. Donc, nous avons par exemple l'Algérie qui s'est disposée à venir former dans l'industrie pétrolière, par exemple, donc là où elle a une certaine expérience. Donc, aussi dans le gaz. Je dirais que le choix politique de certains pays africains d'ouvrir leur économie, c'est-à-dire quand tu ouvres ton économie et tu es ouvert c'est-à-dire aux pays étrangers pour venir t'apporter, c'est-à-dire soit de la concurrence, soit de l'aide. Donc, selon vous, c'est un bien? Ça peut être un bien comme ça peut être un mal. D'accord. Oui. Oui, il parle de quelque chose d'important, donc de coopération. Mais tout cela, en économie, les processus sont formés par le bas. Donc, il faut qu'en termes de démarche, on colle avec la réalité et on colle avec les défis. Et les défis en économie et dans le domaine de management de projet, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, beaucoup de douleur. Je reviens au discours de Churchill au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où l'économie britannique était à genoux. Et qu'est-ce qu'il a promis aux Anglais alors qu'il était dans sa campagne électorale pour être élu Premier ministre anglais? Il a promis du labeur, de la douleur et du sang. Donc vous voyez, en termes de message, c'est quelque chose de fondamental. On ne réussit pas sans payer le prix. Donc, no pain, no gain. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Donc, quand on règle ce problème de notre rapport avec les défis, c'est le point de départ. Parce que ça nous permet de créer cette doctrine qui nous guidera
sur le chemin de la réussite. Et peut-être On a aussi- d'autres, oui. pour être encore un peu plus positif, pour que ceux qui nous écoutent ne soient pas un petit peu frustrés par rapport à Non, ça, pas du mais tout. c'est juste pour expliquer et dire, pour créer cette prise de conscience. L'émancipation passe par le travail. Et le travail, il faut qu'il ne soit pas perçu comme un châtiment, Oui, au contraire, comme un moyen d'émancipation. c'est vrai. Et Haussmann a évoqué quelque chose de très important. Il a parlé des échanges d'expériences interafricains, c'est-à-dire l'Algérie qui est leader dans tout ce qui est industrie pétrolière et gazière peut peut-être échanger son expérience avec l'Angola aussi, qui est un pays qui développe son industrie pétrolière. Donc cet échange, au lieu de faire appel aux Occidentaux, on peut par exemple renforcer ou bien consolider ces échanges interafricains, non, Mahfoud Oui, Kobli? mais les processus ça ne se suffit pas. forment par Oui. le bas. Ce n'est pas uniquement la volonté ou les décisions institutionnelles ou les protocoles d'accord qui sont souvent signés entre ministres et entre institutionnels. Oui, Les logiques de changement des marchés se font par le bas. Si vous parlez d'échanges et de coopération, c'est des investissements, c'est des joint ventures qui doivent être matérialisés par des projets initiés par Sonatra, compagnie pétrolière algérienne, et d'autres compagnies en Angola ou ailleurs. Donc là, c'est des connexions avec le marché. Donc notre approche devrait, en matière de coopération, devrait laisser la place aux connexions avec le marché. Et c'est quand on va parler du Niger, le nombre de sociétés ou d'entreprises petites dans le domaine de la réalisation des routes, dans le domaine de la réalisation de barrages ou de retenues collinaires, oui. dans le domaine de l'agriculture, par exemple. Si on essaye de compter le nombre d'entreprises qui ont été créées, je serais malheureusement très frustré. Comparé avec le nombre de protocoles, d'accords qui sont signés, je dirais que le nombre d'entreprises qui sont réellement créées est nettement inférieur que le papier qui a été produit. Donc, c'est ce passage, c'est cette logique de constructeur Oui. dont on a besoin. Libérer les Au initiatives, lieu de parler, casser les frontières, de signer des documents, Tout à ça fait. serait bien aussi de voir des et projets ne pas émerger. faire dans- notre ça, mea culpa. L'Occident nous met de la pression pour rester dans cette situation de subordination. Et il nous coupe, nous crée plein de problèmes par rapport au financement, Mais il ne faut pas qu'on reste dans cette bulle de victimes éternelles. Donc, pourquoi ça ne marche pas? Si on parle de problèmes de financement, des petits projets à 10 000 $ peuvent être le commencement d'expériences réussies. Et après, c'est une croissance géométrique qui va être réalisée. Parce que les gens vont observer. Ils vont reproduire ce qui a été fait par les autres. Moi, avec Haussmann, donc un Algérien et un Nigérien qui ont créé une affaire, ça sera un exemple qui poussera plein d'autres à... Moi, je vois un nombre de plus en plus important d'Algériens qui viennent obtenir leur visa vers le Niger. C'est un bon début. Ça veut dire qu'on commence à explorer. Et on ne peut pas faire d'investissement si on ne se rapproche pas, si on ne visite pas notre pays mutuellement. Il y a un rôle institutionnel qui est important, développer l'infrastructure, faciliter les échanges, ça oui. Mais l'économie est l'affaire d'individus et d'entreprises. Donc, Exactement. attendre toujours à ce que les choses viennent d'en haut, donc viennent des politiques, ou attendre à ce que ces choses viennent des institutionnels, fait que on est à côté de la démarche qui est la plus réaliste et la plus source de réussite, celle de formation des logiques par le bas. Donc, commercer, se connaître, se déplacer, et là, la responsabilité des institutionnels elle est engagée par rapport aux facilitations qu'on doit faire pour laisser ce mouvement de flux. Donc, quand on empêche les flux de circuler, flux de personnes,
flux de capitaux, flux de marchandises. Marchandises aussi. C'est tout à fait normal. La nature a horreur du vide, Oui. et c'est comme ça que ceux qu'on désigne d'anciens colonisateurs trouvent les choses beaucoup plus faciles pour maintenir le statu quo. Et oui, donc c'était la situation de l'industrie en Afrique. On espère que les choses vont rapidement évoluer, n'est-ce pas, à Mahfoud Kaoubi? Là, les choses évolueront certainement. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire. On est sur une ZLECAf, on est sur un investissement sur des expériences réussies qui donnent des fruits. Donc, il faudra les multiplier, redoubler d'efforts et travailler beaucoup plus qu'on le fait actuellement. Et Osman aussi, Abdelmoumen Osman aussi est optimiste, n'est-ce pas, Osman? Bien sûr, je suis tout à fait optimiste, c'est-à-dire on devrait utiliser, c'est-à-dire les pays qui sont leaders en Afrique pour essayer d'aider les pays qui sont, c'est-à-dire en voie de développement, on va dire. Bien sûr. Donc, chers auditeurs, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver, ou bien la réécouter sur nos réseaux sociaux, FLRI FM, et sur notre site web aussi, www.flrifm.com. Merci à vous.